Mes parents voulaient que je me porte garant pour le prêt immobilier de mon frère. Quand j'ai refusé, ils ont exigé que je lui donne mon appartement à la place. Puis la situation a empiré. Salut à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien nous permet de continuer. Allons-y. Publié initialement sur R Relationship Advice. Moi, 29 ans, H, je me trouve dans une situation impossible avec mes parents. 58 ans. H et 56 ans. F et mon jeune frère James, 22 ans. H, et j'ai désespérément besoin d'un point de vue extérieur, car je commence à douter de ma propre santé mentale. Laissez-moi d'abord vous donner quelques informations de contexte. Je m'appelle Michael, et j'ai passé les 7 dernières années à me construire une vie stable. Après avoir obtenu un diplôme en informatique, j'ai effectué plusieurs stages avant de décrocher un poste dans une entreprise technologique du centre-ville de Chicago. Les premières années ont été difficiles. Les prêts étudiants, les loyers élevés et le coût général de la vie signifiaient que j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts. Mais j'ai persévéré, vécu frugalement, et j'ai fini par gravir les échelons pour atteindre un poste de développeur senior. Il y a 2 ans, après avoir économisé méticuleusement et sacrifié d'innombrables soirées et vacances, j'ai finalement eu assez pour un apport sur un petit appartement. Ce n'est rien de luxueux, juste un 2 pièces dans un immeuble décent à Lincoln Park. Les mensualités du prêt pèsent lourd sur mon budget, mais il est à moi. Chaque mois, quand je fais ce paiement, je ressens une fierté de construire quelque chose pour moi-même. Mon jeune frère James a suivi un chemin différent. Il est allé à la même université que moi. Nos parents se l'ont payé pour nos 2 éducations, mais il a abandonné après un semestre, prétendant que l'université n'était pas pour lui. Depuis, il a enchaîné les petits boulots dans la vente, démissionnant généralement lorsque les managers lui demandaient de travailler le week-end ou d'arriver à l'heure. Il vit d'un chèque de paie à l'autre et sait être généreux. Il emprunte fréquemment de l'argent à nos parents pour le loyer, l'essence ou la sortie du dernier jeu vidéo. Je ne juge pas James de ne pas vouloir la vie d'entreprise. Ce qui m'inquiète, c'est son manque total de responsabilité financière. Il conduit une voiture que nos parents lui ont achetée, utilise leur compte Netflix et de streaming, et reçoit toujours d'eux des injections régulières d'argent en cas d'urgence. À 22 ans, il n'a jamais eu à faire face aux conséquences réelles de ses choix. Ce qui m'amène à dimanche dernier. Mes parents m'ont invité pour leur dîner hebdomadaire traditionnel. Tout semblait normal. Nous avons discuté du club de lecture de ma mère, de la partie de golf de mon père et des derniers potins de famille. Puis alors que ma mère servait sa tarte aux pommes maison, l'atmosphère a basculé. « Michael », commença mon père en utilisant sa voix sérieuse des affaires, « nous devons discuter de quelque chose d'important en famille. » Mon estomac s'est noué. Dans ma famille, les discussions importantes signifiaient généralement que quelqu'un avait besoin d'argent. Mes parents ont expliqué que James avait trouvé une opportunité incroyable, une maison à Naperville qui était vendue en dessous de la valeur du marché. Le propriétaire avait besoin d'une vente rapide en raison d'une réinstallation, et James était convaincu qu'il pourrait la revendre avec un profit après quelques rénovations mineures. « C'est une maison de 3 chambres, » intervint ma mère avec enthousiasme. James a déjà trouvé 2 amis qui veulent louer des chambres. Il y vivra et gérera tout. C'est parfait. J'ai posé la question évidente. Comment James obtient-il un prêt immobilier? Aux dernières nouvelles, il travaillait à temps partiel chez GameStop. C'est alors que le véritable but de ce dîner est devenu clair. Le score de crédit de James n'était, selon leurs propres mots, pas tout à fait là où il devrait être. En réalité, j'ai appris plus tard qu'il était dans les bas 500 en raison de multiples cartes de crédit en défaut de paiement et d'un prêt automobile impayé, pas la voiture que mes parents lui avaient achetée, une autre qu'il avait financée et abandonnée. « Nous espérions, » dit ma mère tendant la main sur la table pour me tapoter la mienne, « que tu pourrais aider ton frère, juste te porter garant pour la demande de prêt. Ton crédit est excellent et cela signifierait tellement pour James. » J'ai failli m'étouffer avec ma tarte. Me porter garant pour un prêt immobilier, pour une maison pour mon frère financièrement irresponsable.
Le prêt serait de 2200 $ par mois, ajouta rapidement mon père. Mais avec 2 colocataires payant 800 $ chacun, James n'a besoin de couvrir que 600 $. C'est en fait moins cher que son loyer actuel. J'ai souligné les défauts évidents. Et les charges, les impôts, fonciers, l'entretien. Que se passe-t-il lorsque les colocataires déménagent, et s'ils ne paient pas, mes parents ont balayé chaque préoccupation d'un revers de la main. James avait pensé à tout, et avait vraiment mûri dernièrement. Puis ma mère a sorti le couplet sur la culpabilité. Michael, la famille, aide la famille. Quand tu as commencé, nous t'avons aidé. C'était techniquement vrai. Ils m'avaient laissé vivre à la maison pendant 6 mois après l'obtention de mon diplôme, pendant que je cherchais un emploi. Ils avaient aussi payé pour mon éducation, ce dont j'étais reconnaissant, mais je ne leur avais jamais demandé de se porter garant pour des prêts ou de me sortir de mes erreurs financières. Je dois y réfléchir, dis-je en essayant de rester calme. À quoi y a-t-il à réfléchir? Intervint James. Il avait été inhabituellement silencieux jusqu'à présent. Tu gagnes un max dans ton boulot de tech. Ça ne t'affectera même pas sauf si je me plante, ce que je ne ferai pas. Si ça ne m'affecte pas, alors pourquoi as-tu besoin de ma signature? Ai-je rétorqué. La table devint silencieuse. Puis mon père s'éclaircit la gorge et présenta ce qu'il pensait clairement être un compromis raisonnable. Si tu t'inquiètes que James ne fasse pas les paiements, dit-il, pourquoi n'emménages-tu pas aussi dans la maison? Tu pourrais louer ton appartement probablement pour plus que ton prêt et aider James à gérer la propriété. C'est gagnant-gagnant. Je les ai regardés incrédules. Ils suggéraient sérieusement que je quitte mon appartement pour devenir le colocataire propriétaire de mon petit frère. En fait, ajouta ma mère les yeux brillants, James a mentionné que ton appartement serait parfait pour lui. C'est plus près de son travail, pas d'entretien de jardin, et plus son style. Vous pourriez simplement échanger. Tu aurais une maison. Il aurait un appartement mieux adapté à son style de vie. L'absurdité de la suggestion me laissa sans voix. Il voulait que je me porte garant pour un prêt pour une maison que je ne voulais pas, que je quitte mon appartement si soigneusement choisi, que je laisse mon frère financièrement irresponsable vivre dans le dit appartement, un déménagement en banlieue pour gérer une propriété locative, une confiance que James me paierait d'une manière ou d'une autre un loyer approprié pour mon logement. Ça n'arrivera pas, ai-je finalement réussi à dire. Le visage de ma mère s'est décomposé. Je ne comprends pas pourquoi tu es si égoïste, Michael. Nous avons tant sacrifié pour vous, les garçons. Maintenant que tu as réussi, tu ne peux pas aider ton frère à réaliser ses rêves. Son rêve que je paie pour sa maison, ai-je répliqué immédiatement en regrettant mon ton. Personne ne te demande de payer quoi que ce soit, dit mon père sévèrement. Juste d'aider avec la demande. James s'occupera de tous les paiements. Et s'il ne le fait pas, il le fera, insista ma mère. Aie un peu de foi en ton frère. La foi. Il voulait que je risque mon score de crédit, mon avenir financier, et ma maison sur la foi, en quelqu'un qui ne pouvait même pas garder un emploi, dans la vente, plus de 3 mois. Je me suis levé l'appétit coupé. Je dois y réfléchir, ai-je répété. C'est une décision énorme. De combien de temps as-tu besoin? A exigé James. La maison ne sera pas disponible éternellement. D'autres personnes sont intéressées. Alors peut-être que l'un d'eux peut se porter garant pour toi, ai-je suggéré. Le trajet du retour fut flou. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne mon appartement. Des SMS de mes parents, des appels manqués de James, même un message Facebook de ma tante disant qu'elle avait entendu dire que je faisais des difficultés pour aider la famille. Au cours des 3 jours suivants, la campagne de pression s'est intensifiée. Ma mère a envoyé de longs textes émouvants sur le fait qu'elle avait échoué en tant que parent si ses fils ne pouvaient pas se soutenir mutuellement. Elle m'a rappelé chaque sacrifice qu'ils avaient fait, chaque dollar dépensé pour mon éducation, chaque opportunité qu'ils m'avaient offerte. Mon père a adopté une approche différente, m'envoyant des feuilles de calcul, montrant comment les revenus locatifs,
couvrirait le prêt? Comment les valeurs immobilières à Naperville augmentaient? Comment c'était en fait une opportunité d'investissement intelligente que je laissais passer? James oscillait entre la colère et la manipulation. Un message me traitait de connard égoïste qui avait oublié d'où il venait. Le suivant parlait de comment il voulait juste construire quelque chose comme moi et que je brisais ses rêves. La famille élargie s'est également impliquée. Ma tante Patricia a appelé pour me faire la leçon sur les valeurs familiales. Mon oncle Robert a envoyé un email condescendant sur le fait que les gens qui réussissent ont l'obligation d'aider les autres à s'élever. Même ma cousine Jennifer, à qui je parle à peine, a publié un statut Facebook passif-agressif sur les gens qui accumulent leur succès au lieu de le partager avec leur famille. J'ai passé ces jours à angoisser sur la décision. Étais-je égoïste? Je gagnais un salaire décent, 95 000 $ par an, ce qui était confortable, mais à peine la richesse à Chicago. J'avais des économies, mais elles étaient destinées à des fonds d'urgence et à des objectifs futurs. Se porter garant pour ce prêt signifierait assumer une responsabilité massive qui pourrait détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé si James faisait défaut. Mais la pression familiale était écrasante. Il me faisait sentir comme un monstre de protéger mes propres intérêts, comme si je crachais sur tout ce qu'ils avaient fait pour moi, en n'acceptant pas immédiatement de risquer mon avenir financier pour le fantasme de rénovation de maison de James. Après 3 nuits blanches, j'ai pris ma décision. Je ne me porterai pas garant pour le prêt. Je ne renoncerai pas à mon appartement. Je ne continuerai pas à encourager l'irresponsabilité de James. J'ai rédigé une réponse soignée expliquant ma position. J'ai souligné que même si j'aimais ma famille, se porter garant pour un prêt immobilier était un engagement juridique et financier sérieux que je n'étais pas à l'aise de prendre. J'ai offert une aide alternative. Je pouvais aider James à améliorer son score de crédit, l'aider à créer un budget ou rechercher des programmes pour primo-accédants auxquels il pourrait être éligible seul. La réponse a été rapide et brutale. Ma mère m'a appelé en sanglotant, disant que je lui avais brisé le cœur et abandonné mon frère. Elle m'a accusé d'être corrompu par l'argent et d'avoir oublié mes valeurs. Mon père a envoyé un SMS froid et formel. « Je suis déçu de l'homme que tu es devenu. Ta mère et moi nous en souviendrons quand il sera temps de mettre à jour notre testament. » James a simplement envoyé « Tu es mort pour moi. Ne me demande jamais rien. J'espère que ton appartement te tiendra chaud la nuit. » Le bombardement de la famille élargie a continué. On m'a traité d'égoïste, de sans-cœur, d'ingrat, et pire encore. Mon téléphone est devenu une source d'anxiété. Chaque notification était une autre attaque contre ma personne. Mais j'ai tenu bon. Je savais que se porter garant pour ce prêt serait un suicide financier. James n'avait pas de plan réaliste, pas de revenus stables et aucun antécédent de responsabilité. Je finirais par payer pour la maison pendant qu'il y vivrait, ou pire par ruiner mon crédit quand il ferait inévitablement défaut. 2 semaines se sont écoulées dans un silence relatif. Je pensais que la tempête était peut-être passée. Puis j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était vive et joyeuse, comme si notre conversation précédente n'avait pas eu lieu. « Michael, merveilleuse nouvelle. James a trouvé quelqu'un d'autre pour se porter garant, donc tu n'as plus à t'inquiéter. N'est-ce pas génial? » Mon soulagement a été immédiat, mais de courte durée. Qui se porterait garant pour James? Son ami Tyler de la salle de sport. Un jeune homme si gentil. Il possède sa propre entreprise de coaching personnel et était heureux d'aider James à réaliser ses rêves. Un coach personnel s'était porté garant pour un prêt immobilier pour mon frère au chômage. Toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête se sont déclenchées, mais j'ai gardé mes préoccupations pour moi. Ce n'était plus mon problème. « C'est super, maman. J'espère que ça marchera pour James. »« Ça marchera, » dit-elle avec confiance. Tyler comprend la valeur d'investir dans les gens contrairement à certains membres de la famille. La pique était évidente, mais je l'ai laissé passer. James avait son garant. J'avais ma tranquillité d'esprit, et tout le monde pouvait passer à autre chose. Du moins, c'est ce que je pensais. Mise à jour, une publiée 3 semaines plus tard.
Je dois faire une mise à jour car la situation a explosé d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Et je fais face à la culpabilité, à la colère et à une pression comme jamais auparavant. 3 semaines après mon dernier message, j'ai reçu un appel hystérique de ma mère à 6h du matin, un samedi. À travers ses sanglots, j'ai compris que la situation de la maison de James avait implosé de manière spectaculaire. Voici ce qui s'est passé. James a obtenu la maison avec la garantie de Tyler. Il a emménagé immédiatement et ses 2 colocataires garantis se sont désistés à la dernière minute. Apparemment, ils ne s'étaient jamais vraiment engagés et James avait simplement supposé qu'ils iraient jusqu'au bout. Au lieu de trouver de nouveaux colocataires immédiatement, James a décidé de profiter, d'avoir la maison pour lui tout seul pendant un certain temps. Il a organisé une énorme pendaison de crémaillère qui a entraîné plusieurs milliers de dollars de dégâts, des fenêtres cassées, des sols endommagés, des plaintes de voisins qui ont conduit à des amendes. Il a utilisé l'argent qu'il aurait dû économiser pour la mensualité du prêt, pour acheter une nouvelle télévision de 75 pouces, une PlayStation 5 et une installation de jeu pour sa carrière de streamer. Lorsque le premier paiement du prêt est arrivé à échéance, James avait exactement 247 dollars sur son compte en banque. Il avait démissionné de son travail chez GameStop le lendemain de son emménagement parce qu'il devait se concentrer sur la rénovation de la maison. Rénovation qui n'a jamais eu lieu car il passait ses journées à jouer et ses nuits à faire la fête. Tyler, le garant, l'a découvert lorsque la banque l'a appelé au sujet du paiement manqué. C'est alors que Tyler a découvert plusieurs faits amusants. Un James avait menti sur le fait d'avoir des colocataires prêts. 2 James avaient menti sur le fait d'avoir des économies pour les premiers mois de paiement. 3 James avaient menti sur le fait de garder son emploi. 4 James avaient déjà causé des dommages importants à la propriété. Tyler était furieux et a menacé de poursuites judiciaires. Il a exigé que James paye immédiatement ou vende la maison. James, comme à son habitude, a bloqué le numéro de Tyler et a fait comme si le problème allait disparaître. C'est là que mes parents m'ont appelé en panique. Ils voulaient que je vienne à une réunion de famille d'urgence pour résoudre la situation avant qu'elle ne détruise l'avenir de James. Contre mon meilleur jugement, j'ai assisté à la réunion chez mes parents. James était là, l'air agacé plutôt que honteux. Tyler était là aussi avec son avocat. La tension était palpable. L'avocat de Tyler a exposé la situation. James devait 3 400 dollars en paiement manqué et frais de retard. Il y avait environ 5 000 dollars de dommages à la propriété. Si James ne payait pas dans les 10 jours, Tyler engagerait des poursuites judiciaires pour rupture de contrat et dommages et intérêts. Cela détruirait leurs 2 scores de crédit et entraînerait probablement une saisie. La solution de mes parents. Ils se sont tournés vers moi avec des expressions pleines d'espoir. « Michael, commença mon père, tu es le seul en position d'aider ici. » Leur proposition était stupéfiante d'audace. Je devrais payer les 8 400 dollars pour couvrir les paiements manqués et les dommages. 2, je devrais emménager dans la maison pour superviser James et assurer les futurs paiements. 3, James emménagerait dans mon appartement, oui, mon appartement sans loyer, pour réduire son stress. 4, je percevrais le loyer des nouveaux colocataires et gérerais la propriété. 5, une fois la maison stabilisée, James la reprendrait. Cela résout les problèmes de tout le monde, dit ma mère sincèrement. Tyler reçoit son argent. James garde la maison. Et tu peux investir dans l'immobilier. J'ai regardé autour de moi incrédule. Même l'avocat de Tyler semblait choqué par la suggestion. Comment est-ce que payer pour les erreurs de James et lui donner mon appartement résout quoi que ce soit, ai-je demandé. Il ne s'agit pas de faute, a dit ma mère. Il s'agit d'une famille qui s'entraide dans les moments difficiles. Des moments difficiles que James a créés par ses mensonges et son irresponsabilité, ai-je souligné. James a finalement pris la parole. Écoute, j'ai fait quelques erreurs, d'accord, mais tu es assis sur une mine d'or avec cet appartement. Tu pourrais facilement te permettre d'aider. Tu es juste égoïste. Égoïste. Je me suis levé. Je suis égoïste de ne pas vouloir payer pour ta maison et te donner mon appartement.
Tu gagnes presque 6 chiffres, a crié James. Je gagne le salaire minimum. Bien sûr que tu devrais aider. Tu gagnais le salaire minimum, ai-je corrigé. Tu as démissionné de ton travail, tu te souviens? Mon père a essayé de jouer les médiateurs. Michael, s'il te plaît. Ton frère fait face à de graves conséquences juridiques. Tyler pourrait le poursuivre en justice. Il pourrait tout perdre. Il devrait tout perdre, ai-je dit. Il a menti. Il a démissionné de son travail. Il a détruit une propriété. Et il s'attend à ce que tout le monde nettoie son désordre. L'avocat de Tyler est intervenu. Monsieur Thompson, pendant que votre famille règle cela, je dois savoir, est-ce que quelqu'un paiera ses dettes dans les 10 prochains jours? Tous les yeux se sont tournés vers moi. La pression était immense. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air désespéré. James me regardait avec une haine pure. Même Tyler semblait espérer que je le sauverais de ce pétrin. Non, ai-je dit fermement. Je ne paierai pas pour les erreurs de James. Il doit faire face aux conséquences de ses actes. La pièce a explosé. Ma mère s'est lamentée sur le fait que je détruisais la vie de mon frère. Mon père m'a accusé d'abandonner la famille quand elle a le plus besoin de moi. James m'a traité de tous les noms avant de sortir en trombe, mais pas avant de dire « Quand je serai sans abri, j'espère que tu pourras vivre avec ça ». Tyler et son avocat sont partis peu après, confirmant qu'ils engageraient des poursuites judiciaires. Mes parents ont passé l'heure suivante à essayer de me faire culpabiliser, de me manipuler et de m'intimider pour que je change d'avis. Ils ont évoqué chaque moment de notre enfance, chaque sacrifice qu'ils avaient fait, chaque dollar qu'ils avaient dépensé pour mon éducation. Je suis finalement parti quand ma mère a dit « Si tu n'aides pas ton frère, alors tu n'es plus mon fils ». La semaine suivante a été un enfer. Mon téléphone sonnait constamment avec des appels de membres de la famille proche et lointains. Tout le monde avait une opinion sur pourquoi j'étais une personne horrible de ne pas sortir James d'affaires. Le récit avait été tordu. Selon les rumeurs familiales, j'étais un millionnaire de la tech refusant d'aider mon frère en difficulté à garder un toit sur sa tête. Quelques extraits des messages. La famille ne signifie rien pour toi, tante Patricia. Tes parents t'ont tout donné et c'est comme ça que tu les rembourses. Oncle Robert. Ça doit être agréable d'avoir de l'argent pendant que ton frère souffre. Cousine Jennifer. Je prie pour ton âme car l'argent l'a clairement corrompu. Grande-tante Linda. Pendant ce temps, la situation juridique progressait. Tyler a poursuivi James pour le montant total plus les dommages et intérêts. James, n'ayant ni argent ni bien autre que la maison, a été contraint de vendre. La vente rapide a entraîné une perte importante qui n'a pas couvert ce qu'il devait à Tyler. Tyler a obtenu un jugement contre James pour les 45 000 $ restants. James, face à une saisie sur salaire et un score de crédit détruit, a déclaré faillite personnelle. Ce processus a révélé encore plus de dettes dont je n'avais pas connaissance. Carte de crédit, prêts personnels, même de l'argent emprunté à des amis. Le total s'élevait à plus de 80 000 $. Sans autre option, James est retourné vivre chez nos parents. On pourrait penser que ce serait un électrochoc. On pourrait penser que tout le monde réaliserait que le fait d'avoir couvé James avait conduit à ce désastre. On pourrait penser qu'ils arrêteraient de me blâmer de ne pas avoir jeté de l'argent par les fenêtres. Vous auriez tort. Mise à jour 2 publiée 2 mois plus tard. Je pensais sincèrement que la situation ne pouvait pas empirer après la faillite de James et son retour chez nos parents. J'ai sous-estimé la capacité de ma famille au déni et à la manipulation. Pendant 2 mois, j'ai maintenu un contact minimal. Je répondais aux SMS de base, envoyais des vœux d'anniversaire, mais évitais toute conversation réelle. J'avais besoin d'espace pour digérer la culpabilité et le gaslighting que j'avais enduré. Mon thérapeute, oui, j'ai commencé une thérapie, m'a aidé à comprendre que j'avais fait le bon choix, même si c'était horrible. La semaine dernière, cette paix fragile s'est brisée lorsque mes parents se sont présentés à mon appartement
sans prévenir, un dimanche matin. J'ai été tenté de ne pas répondre, mais j'ai vu que ma mère avait pleuré et l'inquiétude l'a emporté sur mon bon jugement. Ils se sont assis sur mon canapé, regardant mon appartement avec des yeux calculateurs. Ma mère a commenté à quel point c'était spacieux pour une personne. Mon père a noté l'emplacement de choix et l'excellente lumière naturelle, des signaux d'alarme partout. « Nous devons parler de James », a commencé mon père. Bien sûr que nous devions. C'était toujours à propos de James. Ils ont brossé un tableau pitoyable. James était déprimé, passant 18 heures par jour à jouer dans sa chambre d'enfant. Il avait pris du poids, avait cessé de se doucher régulièrement et refusait de chercher du travail parce que, à quoi bon avec une faillite à mon dossier? Il s'inquiétait pour sa santé mentale. A-t-il envisagé une thérapie? Ai-je suggéré. Il y a des programmes de formation professionnelle de conseil financier. Ma mère m'a coupé. Ce dont James a besoin, c'est d'espoir. Il a besoin de se sentir à nouveau indépendant. Vivre avec nous le fait se sentir comme un échec. Je voyais où cela menait, mais je les ai laissés continuer, curieux de savoir quel nouveau stratagème ils avaient concocté. Tu as prouvé que tu es responsable, que tu as du succès, que tu es adaptable, a dit mon père. Tu pourrais réussir n'importe où. James a besoin de plus de soutien. Puisque tu es si responsable financièrement, a ajouté ma mère, nous pensons que la meilleure solution est que tu laisses James avoir cet appartement. J'ai ri. C'était si absurde. Je pensais qu'ils plaisantaient. Leurs expressions m'ont dit le contraire. Vous voulez que je donne mon appartement à James? Ai-je demandé juste pour être clair. Pas donné, a clarifié mon père. Juste le laisser rester ici. Tu en serais toujours propriétaire, tu paierais le prêt, tu gérerais les frais de syndic. James vivrait ici et se remettrait sur pied. Où est-ce que je vivrais? Ai-je demandé, jouant le jeu. Ma mère a sorti son téléphone, me montrant une annonce. Nous avons trouvé un charmant studio en centre-ville. Seulement 1800 $ par mois. Très moderne, parfait pour un jeune professionnel. Ils voulaient que je 1. Continue de payer mon prêt de 2100 $ plus 400 $ de frais de syndic. 2. Paye 1800 $ supplémentaires pour un studio. 3. Laisse James vivre dans mon appartement sans loyer. 4. Continue d'entretenir mon appartement parce que James n'est pas bricoleur. 5. Couvre tous les dommages parce que vous savez, il traverse une période difficile. Quelle serait la contribution de James? Ai-je demandé. Sa présence, a dit ma mère sans ironie. Il s'occuperait de l'endroit, arroserait tes plantes, s'assurerait qu'il est en sécurité. Comme il s'est occupé de la maison, ai-je demandé. C'était différent, a insisté ma mère. Il était dépassé. Un appartement est beaucoup plus simple. La gymnastique mentale était de niveau olympique. Il croyait sincèrement que la solution au problème de James était que je subventionne toute sa vie tout en payant le double des frais de logement. Non, ai-je dit simplement. Absolument pas. Les larmes ont commencé immédiatement. Ma mère a sangloté sur le fait d'être une mère ratée. Mon père m'a accusé de frapper James alors qu'il était à terre. Ils m'ont lancé toutes les tactiques de manipulation. Nous vieillissons. Nous ne pouvons pas avoir James vivant avec nous pour toujours. Tu as les moyens d'aider. Pourquoi es-tu si cruel? Cet appartement est trop bien pour une seule personne de toute façon. La famille aide la famille. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? James ferait ça pour toi sans hésiter. Cette dernière phrase m'a fait craquer. Vraiment, quand j'étais à l'université et que je mangeais des ramen pendant une semaine parce que je ne pouvais pas me payer l'épicerie, j'ai demandé à James de me prêter 50 $. Il vivait à la maison, travaillait à temps plein, sans aucune dépense. Il m'a dit de me débrouiller et a acheté une nouvelle Xbox la même semaine. Il était jeune, a protesté ma mère. Il avait 19 ans et un travail. Je ne lui donne pas ma maison. Mon père s'est levé le visage rouge. Alors tu n'es plus mon fils. Nous en avons fini ici. Ils sont partis
et en quelques minutes, mon téléphone a explosé sous un barrage familier de haine familiale. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je ne me sentais pas coupable. Leurs exigences étaient devenues si déraisonnables, si détachées de la réalité, que j'ai finalement vu la situation clairement. Je n'étais pas responsable de James. Je n'étais pas obligé de détruire ma stabilité financière pour lui. Je n'étais pas égoïste de protéger ce que j'avais gagné par un travail acharné et des sacrifices. J'ai pris une décision aucun contact pendant 6 mois minimum. J'ai bloqué tout le monde, sauf ma grand-mère qui avait toujours été raisonnable. J'ai trouvé un thérapeute spécialisé dans la manipulation familiale et j'ai commencé à travailler sur des années de conditionnement. La crise d'extinction a été intense. Ils ont tout essayé se présenter à mon lieu de travail, la sécurité, les a fait partir, envoyé des lettres à la direction de mon immeuble, prétendant que j'avais besoin de contrôles sociaux, demandé à des amis de la famille de prendre des nouvelles avant de se lancer dans des discours culpabilisants, créer de faux profils sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages, et même contacter mon ex-petite amie pour essayer de la convaincre. Mais j'ai tenu bon, et lentement le bruit s'est estompé. Mise à jour finale, publiée 1 mois plus tard. J'écris cette mise à jour finale depuis un état de paix et de clarté que je ne pensais pas possible il y a quelques mois. Le délai de 6 mois sans contact n'est pas encore arrivé, mais j'ai déjà acquis tellement de perspectives. Grâce à la thérapie, j'ai reconnu des schémas de manipulation qui remontent à mon enfance. J'ai toujours été le responsable, celui dont on attendait qu'il excelle, pour que mes parents puissent pointer du doigt leur succès parental, tout en me sacrifiant simultanément pour James, le bébé perpétuel qui a besoin d'aide. Il y a 2 semaines, ma grand-mère a appelé. Je ne l'avais pas bloquée, car elle avait toujours été le membre de la famille le plus raisonnable. Elle a demandé à ce qu'on se voie pour un café, promettant aucune embuscade, aucune culpabilisation, juste une conversation. J'ai accepté avec prudence. Ce qu'elle m'a dit a recadré toute mon enfance. James n'était pas seulement le bébé de la famille. C'était un accident qui a failli mettre fin au mariage de mes parents. Ils étaient en thérapie de couple, envisageant le divorce quand ma mère est tombée enceinte. Ils sont restés ensemble pour les enfants, mais ont déversé toute leur culpabilité et leur surcompensation sur James. Chaque fois qu'il avait des difficultés ou échouait, ils y voyaient la preuve que leur mariage raté le blessait. Alors ils ont amorti chaque coup réglé, chaque problème, et ne l'ont jamais laissé faire face aux conséquences. Je les ai vus créer ce monstre, a dit tristement ma grand-mère. Chaque fois que je suggérais qu'ils le laissent échouer et apprendre, ils m'accusaient de ne pas comprendre à quel point il était endommagé par leur mariage malheureux. Elle a également révélé que mes parents avaient menti à la famille sur mes finances. Ils ont dit à tout le monde que je gagnais au moins 200 000 $ et que je possédais plusieurs propriétés d'investissement. Pas étonnant que la famille pensait que j'étais un millionnaire égoïste qui amassait des richesses pendant que James souffrait. Ma grand-mère avait lentement corrigé ce récit, mais le mal était fait. La moitié de la famille la croyait, l'autre moitié pensait qu'elle me couvrait. Elle s'en fichait. Elle était juste contente que je me sois enfin défendu. Qu'est-ce qui se passe avec eux maintenant ? Ai-je demandé, contre mon meilleur jugement. Son visage s'est assombri. Oh, Michael, c'est bien pire que tu ne le penses. Apparemment, le dépôt de bilan de James avait déclenché une enquête. Le syndic de faillite a trouvé des preuves de fraude, d'actifs cachés, de fausses déclarations de revenus, et le plus accablant des preuves d'une escroquerie à la crypto-monnaie en cours. Pendant des mois, James avait mené un stratagème classique de pump and dump, convainquant des copains de salle de sport et des amis de jeux en ligne d'investir dans une fausse crypto-monnaie qu'il avait créée. Il avait utilisé la maison comme garantie pour des prêts supplémentaires afin d'investir dans sa propre arnaque, prévoyant d'encaisser et de laisser les autres avec des jetons numériques sans valeur.
Plusieurs victimes avaient déjà déposé des plaintes pénales. Le FBI enquêtait. James faisait face à des accusations de fraude fédérale avec une peine de prison potentielle de 5 à 10 ans. Mes parents avaient liquidé leur compte de retraite pour payer son avocat de la défense. Ils faisaient maintenant face à leur propre faillite et devraient probablement vendre leur maison, la maison où ils nous avaient élevés, où ils avaient prévu de prendre leur retraite. Ils m'ont appelé la semaine dernière, a dit ma grand-mère, me suppliant de te convaincre d'aider avec les frais de justice. Ils ont dit que, comme tu travailles dans la tech, tu pourrais expliquer que James ne comprenait pas la crypto-monnaie et n'avait pas l'intention de frauder qui que ce soit. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Ai-je demandé. La vérité. Que leur précieux bébé est un criminel qui a détruit non seulement sa propre vie mais aussi la vie de personnes innocentes qui lui ont fait confiance, et que tu serais fou de t'impliquer. Je suis resté assis stupéfait. James n'était pas seulement irresponsable, c'était un criminel. Et mes parents continuèrent de le protéger, de trouver des excuses, d'essayer de m'entraîner dans son désordre. Il y a plus, dit doucement ma grand-mère. Certaines de ses victimes le poursuivent au civil. Tes parents sont cités dans une plainte parce que James a utilisé leur adresse pour son entreprise. Il pourrait tout perdre. J'ai ressenti un mélange d'émotions. De la tristesse pour mes parents, de la colère contre James, du soulagement d'avoir tenu bon, et de la culpabilité de ressentir ce soulagement. Mon thérapeute m'a aidé plus tard à comprendre que ces sentiments contradictoires étaient normaux et valides. Et au moment où j'écris cette mise à jour, James est en détention fédérale, en attente de son procès. Mes parents vivent dans un petit appartement, leur maison ayant été vendue pour payer les frais de justice. La plupart de la famille est devenue silencieuse, soit par honte, soit en réalisant qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval. J'ai maintenu un contact nul avec mes parents et James. Je reçois occasionnellement des nouvelles par ma grand-mère, mais je lui ai demandé de les limiter aux informations essentielles. J'ai fait un don anonyme à un fonds créé pour les victimes de James, des gens qui ont perdu leurs économies en croyant à ces mensonges. Mon appartement reste mon sanctuaire. Mon travail continue de me stimuler et de m'épanouir. Je suis en thérapie, travaillant sur des décennies de manipulation et de culpabilité. J'ai même recommencé à sortir avec des gens en étant franc sur ma situation familiale, avec des partenaires potentiels. En y repensant, je vois à quel point j'ai frôlé la catastrophe. Si je m'étais porté garant pour ce prêt, j'en serais responsable pendant la faillite. Si j'avais donné mon appartement à James, il aurait maintenant été saisi comme un actif dans l'enquête pour fraude. Si j'avais aidé avec les frais de justice, j'aurais pu être impliqué dans la dissimulation de ces crimes. Ma décision jugée égoïste de me protéger s'est avérée être le seul choix sensé dans une situation démentielle. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que le véritable amour signifie parfois laisser les gens faire face aux conséquences que protéger n'est pas aider et que se sacrifier pour quelqu'un déterminé à s'autodétruire n'aide personne. À tous ceux qui font face à une pression similaire, faites confiance à votre instinct. Vous n'êtes pas responsable des choix des autres, même de votre famille. Vous n'êtes pas égoïste de protéger ce que vous avez gagné. Vous n'êtes pas cruel de refuser de cautionner un comportement destructeur. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non. Parfois, se sauver soi-même est la seule option lorsque quelqu'un est déterminé à se noyer et à vous entraîner avec lui. Je construis une nouvelle vie sans les dynamiques toxiques qui ont failli me détruire. C'est parfois solitaire, mais c'est honnête. C'est la mienne. Et pour la première fois de ma vie, je suis vraiment libre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Votre validation et vos conseils m'ont permis de garder la raison quand je doutais de moi-même. Maintenez vos limites, faites confiance à votre instinct, et souvenez-vous, vous ne pouvez pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Non est une phrase complète. Utilisez-la